Aujourd'hui, je reçois Guillaume Lalu du podcast Course épique. Un podcast dans lequel il interviewe des athlètes ayant participé à des courses épiques. J'ai voulu à mon tour proposer le micro à Guillaume pour qu'il nous raconte son histoire, qu'est-ce qui l'a amené à faire du podcast, qu'est-ce qui l'a amené à faire du trail et bien d'autres sujets dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Très bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume, et alors Guillaume, vous allez sûrement reconnaître sa voix, c'est un ami aussi podcasteur. Comment vas-tu Guillaume ? Écoute, pas mal. 7 sur 10, on va dire. J'ai malheureusement attrapé le Covid il y a quelques jours, donc je suis un tout petit peu à plat et puis surtout je suis contraint de rester à la maison. Mais hormis ça, le moral est très beau. Et Alors, toi? bah écoute, moi ça va super bien, comme je te le disais avant qu'on commence notre échange, j'ai juste un petit peu fait le con avec une course ce week-end qui était censée être une course de préparation pour un grand défi ce week-end, et je suis un peu courbaturé de partout, mais j'optimise la récupération et j'ai bon espoir pour ce week-end d'avoir résolu tous ces petits problèmes. Écoute, on verra. Je te le souhaite. Alors Guillaume, avant que tu te présentes, on va parler un petit peu de ta situation. Là, du coup, tu disais que tu avais le Covid. Tu te sens pas un peu comme un pestiféré ? Pas trop. C'est juste que les journées sont un peu longues et se ressemblent un peu. Je suis coincé à la maison avec femme et enfant. Donc voilà, c'est plus le côté Un jour sans fin. Je sais pas si t'as vu ce film avec Bill Murray, mais voilà, les journées qui se ressemblent et un peu à jongler entre course épique, la vie perso, enfin voilà, la vie de papa, l'impression d'être un peu pas comme il faut sur chacun de ces périmètres-là. Donc c'est frustrant, mais hormis ça, je me sens pas trop marginalisé. Voilà, c'est fait une période assez courte d'isolation quand même, donc je fais le dos rond pour l'instant. Bon, tant mieux, t'arrives à relativiser un peu la situation, donc ça va. Ouais, il y a Ça va. pire, je pense. Ouais, ouais. Cool. Bon, bah écoute, en tout cas, bon rétablissement à toi et puis aussi à tes proches, si jamais tu me disais que ta femme aussi l'avait eu. Ouais, on se transmet ça Ouais. de femme en mari. Ouais, exactement. C'est une tradition. Je m'en serais bien passé. Je pensais que j'allais être plus fort que ça, mais malheureusement, je l'ai chopé à la toute fin. Mm. Bon, eh ben écoute, bon rétablissement à Merci. vous, et puis en espérant que cette période passe quand même plutôt vite. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Guillaume, Guillaume Lalu, j'ai 45 ans, j'habite à Paris et voilà, j'ai travaillé longtemps dans les métiers des marketing et de la communication, digitale notamment et voilà et j'ai lancé, il y a un peu plus d'1 an et demi un podcast qui s'appelle Course épique. Je pense qu'on aura l'occasion d'élaborer un peu plus sur le sujet, tout à l'heure et ce podcast est né de ma passion de la course à pied qui date d'il y a à peu près une dizaine d'années, date à laquelle j'ai commencé à découvrir la course à pied, moi qui plutôt avait tendance à rechigner sur ce sport-là pour lequel j'éprouvais pas un grand intérêt jusqu'à ma trentaine et qui petit à petit s'est révélé et j'ai du mal à m'en défaire, j'avoue. Et puis j'ai pas envie de m'en défaire surtout. Alors, tu étais quel type de sportif avant, du coup, parce que tu disais que la course à pied, pour toi, ça n'avait peut-être aucun sens de courir après rien. Euh, Exactement. tu faisais quoi comme sport avant ? Écoute, moi j'ai très longtemps joué au tennis. Ma mère était prof, donc voilà, j'ai mis assez tôt pardon les pieds sur un cours de tennis. Je pense que j'avais un niveau effroyable pour le temps que j'ai passé sur un terrain de tennis. Je pense que c'est honteux d'avoir un niveau aussi faible que celui que j'ai eu, mais en tout cas ça m'a vachement plu jusqu'à on va dire ma majorité. Et ensuite, je pense que ça a plutôt été le foot avec les copains, voilà, jusqu'à la trentaine. Ce que tu disais, il fallait qu'il y ait une balle, une dimension un peu ludique. J'ai essayé plein de trucs, du badminton, du volley, du basket, enfin voilà, toujours globalement derrière une sphère plus ou moins grande, soit une petite balle jaune, soit un grand ballon orange, mais voilà, l'idée c'était d'aller chercher la dimension ludique et collective. C'était plutôt ça qui me faisait marrer jusqu'à la trentaine. D'accord, et donc du coup, cette transition vers la course à pied, c'est faite comment ? Je revenais du Canada en fait, où j'ai passé 3 ans et mon beau-frère m'a proposé un jour de faire Paris-Versailles. Donc voilà, donc au moment de revenir, j'ai commencé à m'entraîner un tout petit peu au Canada juste avant de revenir, en sachant pas trop où je mettais les pieds, sans mauvais jeu de mots et puis ça a été une révélation. Voilà, ça a été, j'étais grisé par cette course que je chéris encore aujourd'hui beaucoup parce que ça a été la première, donc elle a une saveur très différente en tout cas des autres que j'ai pu aimer depuis. Et voilà, ça a commencé comme ça avec cette course-là, et puis petit à petit, j'ai commencé à mesurer l'intérêt de la course à pied et des bénéfices que je pouvais y trouver. Et donc voilà, petit à petit, la course à pied a pris de plus en plus de place
Et à travers ça, l'idée de se fixer des objectifs chaque mois, enfin en tout cas de comprendre l'intérêt pour moi d'aller m'inscrire à des courses qui soient à ma hauteur et à mon échelle des relatifs défis, et donc structurer derrière un peu mon année, ma préparation et mon quotidien autour de ces objectifs qui sont relativement modestes. Hein. Tu vois, j'ai jamais couru plus de 50 kilomètres, donc je suis pas au niveau notamment des invités les plus aguerris que je peux recevoir, mais j'aime en tout cas bien tout ce que ça implique derrière comme discipline. Ça structure vachement mon année, mon équilibre personnel en fait, d'avoir ces préparations de course et ces objectifs qui restent à chaque fois des accomplissements géniaux. Mais donc voilà, ça c'est vraiment petit à petit une course, on a appelé une autre, et puis j'ai un peu mis le doigt dedans. Et puis le trail est arrivé un peu plus tardivement. Le trail est arrivé, je pense, il y a 3-4 ans. Donc tu vois, j'ai dû faire 7-8 ans de course sur route, quelques marathons. Et puis voilà, petit à petit, le trail a pris de plus en plus de place, et je pense que je vais aller de plus en plus vers ça, même si j'aime bien de temps en temps pimenter l'année de quelques petites courses sur route que je trouve apportent autre chose, que je trouve finalement presque, enfin, sûrement plus difficile pour moi en tout cas. Je pense que je suis plutôt un animal de longue distance et d'efforts longs à rythme un peu moins soutenu et plus varié. Je suis un peu moins bon en métronome et en allure, je pense. Donc je crois que le trail me va assez bien, au-delà de tout ce que ça peut apporter de bénéfices, à se retrouver dans la nature, voilà, partager ces longs moments, à se recentrer un peu sur soi, à s'ouvrir au monde, et à ce prétexte à voyager avec des copains pour un bel effort physique. Voilà, le trail prend de plus en plus de place aujourd'hui. Ah bah c'est ce qu'on remarque souvent, qu'il y a beaucoup de coureurs route qui passent au trail. C'est pour ça que le trail connaît un sacré bel essor ces dernières années. C'est souvent aussi ce que je remarque en échangeant avec mes invités, c'est que ils sont venus à la course à pied souvent avec un défi que quelqu'un leur a tendu. Donc là, toi, ton beau-frère qui t'a incité à venir sur le Paris-Versailles. Tu lui es reconnaissant aujourd'hui? Ah ouais, ça, je peux lui faire une statue, c'est clair. Je pense que je le saoule même avec la course à pied depuis. Et je pense qu'à mon avis, il regrette, parce qu'à chaque fois maintenant, j'essaie de l'embarquer sur des trucs, et puis voilà, parfois, je pense que je suis un peu insistant. Moi, je suis assez tenace, et quand j'ai une idée en tête, en général, je décroche pas trop. Donc voilà. Et puis surtout, j'aime bien, en fait, quand j'aime partager. C'est con, mais c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la musique. Je suis un féru de musique aussi, et dès qu'il y a un truc qui me plaît, je le trouve encore meilleur quand je le partage avec plein de gens et les gens que j'aime. Donc forcément, j'essaie de ratisser, d'emmener autour de moi et de fédérer pour qu'on vive ces moments-là à plusieurs, parce que voilà, c'est des moments que je trouve individuellement géniaux, et donc je trouve qu'ils ont encore plus de saveur quand on est plein à le partager. Et alors, tu disais que tu faisais de la musique, tu pratiques quel instrument? Alors j'ai fait très peu de musique, et heureusement pour tout le monde, je pense, parce que j'étais pas très doué, mais j'ai joué dans un groupe pendant 2 ans, mais j'ai travaillé dans la musique. Mon premier boulot a été dans la musique, en fait. J'ai commencé à travailler chez Universal au début des années 2000, parce que voilà, la musique a toujours été très présente dans ma vie. Je pense que les minutes de silence se comptent sur les doigts d'une main dans une journée chez moi. J'ai toujours beaucoup de musique très présente. Je suis toujours à l'affût de ce qui sort. Je vais à beaucoup de concerts. J'ai encore un réseau dans les maisons de disques assez important, parce que voilà, c'est un gros centre d'intérêt bien avant la course à pied, et puis qui coexiste aujourd'hui avec la course à pied. Mais la musique joue un rôle très fondamental dans ma vie aussi. Donc tu es plutôt consommateur qu'acteur dans cette activité-là? Exactement. Mmh. Adorateur. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé aussi à faire chez moi. Là, on a acheté une petite enceinte Marshall, et puis on aime bien maintenant mettre de la musique comme ça pour les enfants aussi, mettre un fond de piano, un fond sonore comme ça dans la maison. Je trouve que ça détend en fait l'atmosphère. Des fois, quand ils sont un peu énervés, un peu speed là, tu mets du piano, pouf, ça zénitude. Il y a un côté, ça calme un peu tout le monde, quoi. Ouais, ça peut être très apaisant, et à l'inverse, ça peut aussi te donner un petit coup de boost. Là, tu vois, moi, quand j'ai mes petits downs de Covid, un peu de musique un peu punchy, puis ça va mieux. Exactement, ouais, c'est vrai. Alors, Par quels contre, en sont course, les... ça peut être perturbant, par contre, en course, effectivement. Ça peut perturber un peu les allures. C'est pour ça, moi, j'écoute pas trop de musique en course. J'écoute beaucoup de podcasts quand je m'entraîne ou quand je fais des courses. Parce que la musique, j'ai peur que ça force un peu la cadence par moment, si j'écoute des trucs un peu trop up tempo, que ça biaise un peu l'allure raisonnable qui devrait être la mienne. Et alors, t'écoutes quel type de podcast du coup pendant tes courses? C'est assez varié, ça dépend un peu de l'envie du moment. J'écoute,
Un peu de podcasts de course à pied, mais pas tant que ça. Pas mal de trucs orientés, notamment, business, entrepreneuriat, tout ça, ça m'intéresse. Je trouve que c'est un bon moment pour écouter ça. Des podcasts d'actu, genre Les Échos ou Le Parisien qui sont assez bien faits et puis après, un podcast de ciné qui s'appelle Parlons Péloche qui est très, très drôle. Donc j'ai l'impression d'être avec une bande de potes qui parlent de ciné, des grands classiques, par genre et c'est assez marrant donc je vois pas le temps passer donc ça pour mes sorties longues ça marche assez bien. Voilà et j'ai écouté récemment une autofiction vachement chouette qui s'appelle Frouch, qui a gagné, récemment au Paris Podcast Festival, qui est l'histoire d'une jeune fille, comédienne donc c'est une fiction et c'est pareil, c'est vachement bien troussé. J'avais pas trop testé les fictions jusqu'à maintenant, j'étais plutôt dans des logiques de conversation et d'interview, et voilà Frouch, F-R-2-O-T-C-H, je vous conseille, si vous avez l'occasion. Mais en tout cas voilà, moi je profite, de ces moments de course pour écouter, des podcasts plus que de la musique. Bah, c'est vrai que je connais pas du tout ce format-là en podcast et ça m'intéresse donc tu vois, je vais Ouais, jette une noter. oreille, c'est rigolo, ouais, ouais. Ouais. Ça vaut le coup, je pense. En tout cas, d'essayer pour se faire une idée, mais on pense pas forcément à de la fiction sur le podcast, mais ça peut être intéressant. C'est un format qui se développe aussi de plus en plus. C'est vrai qu'à l'audio, bah, tu as forcément le format interview, tu as le format je raconte mon propre parcours, tu as le format, audible, écouter un livre, qui est dicté par quelqu'un, tu as la musique, mais je connaissais pas du tout la fiction, ça m'intéresse, je vais aller voir, ouais. Parfait. Et écoutez même. Ouais, ouais, écoutez plutôt. D'habitude. Hem, comment tu es venu toi au podcast du coup? Quel était le déclencheur qui a fait que tu t'es dit: «Tiens, je vais créer moi mon propre podcast course épique»? En fait, Course Épique, donc c'est un bébé du premier confinement. Voilà, la boucle se boucle avec mon Covid du moment, tu vois? Donc c'était en avril 2019 où, c'était un petit peu plus calme et un peu plus, incertain au niveau boulot, au quotidien. Donc, j'avais besoin d'occuper mes journées un peu différemment, en tout cas mes soirées. Pardon, je vais tousser 2 secondes. Voilà, ça, je ne mens pas, je suis donc bel et bien malade. Oui, donc en fait, je cherchais j'avais besoin d'une lubie, enfin de quelque chose qui m'anime et qui me fasse un peu vibrer en cette période un peu désagréable pour tout le monde. Et j'avais vraiment envie de me pencher sur la dimension histoire de la course à pied en fait, qui n'était pas abordée en tout cas comme moi je voulais le faire jusqu'à maintenant. Donc il y avait d'autres périmètres de la course à pied qui étaient bien couverts. Mais moi j'avais envie vraiment de m'attacher à des histoires d'anonymes comme d'athlètes élites et de le traiter un peu avec ma personnalité. Et donc je cherchais un truc autour de tout ça, j'avais pensé à d'autres choses, j'avais pensé à des livres dont vous êtes le héros, je sais pas si tu as joué à ça, autour de la course à pied, enfin réfléchir à plein de dérivés de formats créatifs autour de la course à pied, chercher quelque chose quoi depuis quelques temps. Ça planait un peu au-dessus de moi là depuis plusieurs mois. Et puis j'ai eu la révélation au moment de me dire bah, le format podcast, il y a peut-être encore une place à trouver avec ça. Et comme la barrière à l'entrée technique est relativement faible, je me suis dit que c'était un bon média et un bon moyen de l'essayer en se disant que si 3 personnes m'écoutaient, bah, c'était déjà 3 personnes. Et puis avant ça, il y a le plaisir que j'avais moi à partager des échanges avec des gens hyper inspirants, touchants, enfin un peu tous les adjectifs en. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée, c'était dans un premier temps de parler de ce qui est ma passion avec un angle enfin, très humain, émotionnel, raconter des histoires autour de la course à pied. Mmh. Et du coup, tu as pris, le parti d'inviter des athlètes et ils racontent une course dans chacun des épisodes, c'est ça le format? Exactement, course épique, c'est on va dire, l'essentiel de nos échanges vont concerner une course qui a marqué, leur vie et donc que ce soit pour des raisons sportives, mais pas que. Donc il y a à la fois des athlètes, de top niveau qui viennent partager des performances, incroyables. Dans ces cas-là, on va plutôt aller chercher, les courses les moins attendues. Là, j'ai fait récemment, Xavier Thévenard, on parle de sa tranche du trail, on parle pas tant de ses victoires sur le TMB, mais plutôt des courses qui ont été un peu, qui ont un peu déclenché des choses particulières chez eux. J'avais eu Sissi Cusso au tout début. On a été parler d'une course qu'elle a faite en Patagonie. Enfin voilà, je vais chercher des histoires assez, quand c'est des athlètes élites, en tout cas des histoires plutôt inattendues. Et après, l'idée c'est d'aller chercher aussi des amateurs qui ont vécu à leur échelle une histoire
de courses qui les a marquées. Alors ça peut être, je parle des derniers de courses. Là, j'ai fait un épisode récemment sur le dernier du Grand Raid de la Réunion en 2018. C'est une histoire incroyable. Il s'appelle Jean-Yves Baron. Et voilà, il a vécu une histoire incroyable. Je sais plus, c'est l'épisode 53 ou 54. Voilà, il y a des gens qui se reconstruisent après la maladie sur la course, des profils obèses qui racontent un marathon qu'ils ont fait en 6 heures. Enfin voilà, le spectre se veut extrêmement large parce que je vois pas d'autre sport que la course à pied où chaque personne qui arrive, et peut-être même ceux qui n'arrivent pas, ont gagné la course. Voilà, c'est ce qu'il y a de... Enfin, même si tu arrives 24 heures après le premier d'un ultra, bah, tu as gagné la course et puis tu as été au bout de toi-même. Et puis je trouve que ce que dit cette course, elle en dit beaucoup sur ce que les gens sont. Et donc finalement, je remonte le fil sur leur vie plus globalement. Et c'est un peu ça que je cherche à creuser par le prisme de la course épique, de la course qui un jour a marqué leur vie profondément. Ça en dit évidemment beaucoup de après quoi ils courent dans la vie, sans mauvais jeu de mots, mais au sens plus global, quoi. C'est vrai qu'on dit toujours enfin souvent, qu'on court après quelque chose ou qu'on fuit quelque chose quand on court. Et c'est vrai que de faire ce travail-là avec les invités, d'aller chercher vraiment les raisons profondes, et des fois, c'est les gens ne réfléchissent même pas ou prennent pas vraiment le temps de se poser cette question-là, de savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on fait là, et alors qu'en posant quelques questions, on arrive à remonter le fil comme tu dis, et puis à arriver à trouver ces réponses-là. Et des fois les invités, je trouve, ils me disent après: «Tiens, ça fait du bien de mettre des mots sur ce que je ressentais». Ouais, oui, oui, c'est ça, c'est pour eux, c'est, ouais, cathartique presque. Et puis je pense qu'en plus, ils ont pas l'occasion parce que le podcast est assez long. Moi, le podcast dure, bah, un peu comme toi, mais en tout cas, il dure plutôt, 1 heure et quart. Il est arrivé que je fasse des épisodes, c'est plus rare, mais qui fassent quasiment 2 heures. Mais globalement, c'est 1 heure et quart. Et je pense qu'ils ont jamais vraiment eu l'occasion de raconter autant en détail une course. Et ça leur fait du bien, notamment quand c'est des courses, qui remontent un petit peu dans le temps, même de quelques mois, mais de se replonger et de le revivre. En fait, ils sont dans une espèce de bulle temporelle où, je pense qu'ils ont plein d'images mentales et qu'ils revivent pleinement le moment et qu'ils le racontent avec beaucoup de détails. Et je pense qu'ils l'ont pas raconté à qui que ce soit, même dans leurs très proches, avec ce niveau-là de précision. Et donc, je pense que c'est un bon moment aussi pour eux pour se replonger. En tout cas, c'est ce qu'eux me racontent. Je pense qu'ils font un blackout là pendant 1 heure et qu'ils sont vraiment plongés et ils revivent l'expérience de course comme s'ils y étaient presque. Mmh. Ça, en tout cas, c'est l'idée. Et j'espère que l'auditeur le ressent comme ça parce que c'est l'idée. Ouais, alors je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, le film, Les Finisseurs? Non. Non, alors Frédéric Berg, raconte que c'est impressionnant la façon, dans laquelle ceux qui ont terminé donc, la Barclay, ont cette capacité de raconter avec une clarté incroyable, ce qu'ils ont vécu. Ils ont réalisé des interviews qui duraient, plus de 2 heures et demie, 3 heures, voire 4 heures pour certaines, et que c'était incroyable de voir la fluidité de leurs pensées qui se déroulait, comme si tout était, clair dans leur esprit, et pourtant ils ont vécu un truc, absolument hors du commun, Et puis et avec la c'est incroyable. fatigue et avec le Ouais. temps en plus, j'imagine que la lucidité est plus trop là, donc c'est effectivement, ouais, c'est incroyable qu'ils puissent être aussi clairvoyants, sur une épreuve aussi longue en plus. Et j'ai le bouquin, j'ai pas vu le film, mais j'ai le bouquin en tout cas. J'irai le D'accord, ouais. regarder, ouais. Ouais, c'est vraiment à voir et à lire aussi. J'ai aussi le livre, et c'est une ouais, de très belles histoires, qui sont racontées dans le film. Quand tu es venu au podcast, au tout début, Je te perds un peu, tu te François, je rappelles t'entends de plus. ce Ouais. début où, tu reçois ton premier invité et tu as le stress de cette première interview, et puis te demander comment ça va se passer? Comment tu l'as vécu ça? J'ai un peu, contourné le truc en fait, enfin contourné non, mais je l'ai fait avec un copain. D'accord. Donc c'était pour moi un peu moins intimidant. Hem, Parce que c'était quelqu'un que je connaissais. J'avais un peu, bah, quand tu fais le premier épisode, de toute façon, il y a quand même une grosse part d'acceptation, enfin, de se dire que, ce qu'on va faire va être totalement imparfait. C'est quand même un exercice, très particulier de se réécouter. Enfin, tu vois le truc, mais, tu t'exposes quand même. L'air de rien, c'est compliqué d'être, à propos et juste dans ce qu'on raconte. On a toujours envie de faire mieux, ou se dire: «Ah merde, là, j'aurais pu dire ça ou ça», enfin, de refaire un peu, réécrire l'histoire. Donc c'est un exercice qui est pas évident, donc je pense qu'il faut accepter, toutes ces imperfections du début, au-delà des imperfections techniques et autres. Heu, je pense qu'il faut faire le grand saut, mais c'est le boulot au ventre. Moi, je l'ai à toutes mes interviews, hein. C'est toujours,
c'est toujours un exercice, c'est un saut dans le vide, une rencontre, on tâtonne un peu à deux, donc il y a beaucoup de bienveillance à chaque fois, mais malgré tout, il y a un peu d'enjeu pour essayer de produire quelque chose de qualité, donc ça, il faut être exigeant, attentif, et on peut pas être un peu moins en forme, il faut être constant dans ce qu'on fait, et avoir mis le même engagement dans la préparation, dans la spontanéité des échanges. C'est un exercice qui est pas si simple, mais qui est hyper grisant, quoi. Et moi, je l'ai senti dès que j'ai fini mon premier épisode, qui était donc un peu une exploration. J'ai tout de suite eu envie de le monter et qu'il soit disponible et de le mettre à la portée de quelques oreilles. Ça a été immédiat. Et là, je me suis dit que j'avais mis le doigt dans quelque chose qui me plaisait. Et puis ça s'est confirmé, parce qu'il faut quand même aussi garder l'envie constante, hein. Il y a des matins où on se demande un peu pourquoi on fait les choses aussi, parce que c'est beaucoup de boulot. Et quand on a fait plus d'une cinquantaine d'épisodes, je sais pas combien toi tu en es, mais tu en as quand même un bon paquet. Euh, il y a quand même la flamme, faut la maintenir vive, quoi. Parce que c'est ça, c'est parfois, il y a pas, les retours sont pas toujours très tangibles aussi, hein. On voit passer des stories, des messages, etc. Et puis on a ces stats d'audience, mais voilà, faut être résilient et combatif. Et puis voilà, mais je fais que des belles rencontres, donc tout ça vaut largement le coup. Et puis les messages que je reçois des auditeurs sont tellement géniaux, c'est globalement très bienveillant, donc c'est hyper agréable et c'est des petites caresses qui font avancer malgré tout et qui maintiennent l'envie. Mmh. Bah, c'est sûr que c'est très, c'est impossible de faire ça sans passion, sans vraiment aimer ce qu'on fait. Parce que tu disais que le podcast, c'est un média où il y a le moins de barrières à l'entrée. C'est vrai, hein, tu pas besoin de savoir monter, une vidéo ou de tourner une vidéo. Enfin voilà, il y a peu de barrières à l'entrée finalement, c'est assez simple. Hem, Malgré tout, mener un échange et puis garder le fil, relancer, et cetera, ça demande quand même des compétences, quelques compétences, et personnellement, je sais que moi j'ai appris sur le tas et puis voilà, c'est venu, mais au début, ça fait drôle quand même de recevoir quelqu'un et puis tu sais voilà, tu as quelques questions que tu vas te noter, mais tu sais pas comment ça va se passer. Hem et toi, tu avais déjà un peu une expérience dans le milieu des médias avec ton métier dans le marketing digital, et est-ce que tu avais déjà eu, quelques expériences dans cette position, en fait, d'intervieweur, journaliste? Est-ce que tu avais déjà eu cette position-là? Alors pas précisément, j'ai effectivement gravité dans les métiers marketing com depuis une bonne quinzaine d'années. Donc je vois à peu près, sur le storytelling, enfin c'était surtout autour de marques, sur les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé, mais autour de ça, tous les contenus qu'on crée, avoir des trames et cetera, enfin essayer de savoir, quel fil conducteur on a et ce qu'on cherche à partager comme émotion, comme narration. C'est des choses sur lesquelles j'avais eu l'occasion de bosser, mais par le prisme de mon expérience, notamment en agence, mais pas d'expérience journalistique, à proprement parler. En tout cas, c'était une grande première. Alors moi, je pense que pour le coup, et peut-être que ça me rassure aussi, mais j'écris beaucoup mes interviews. C'est énormément de boulot de préparation, pour être le plus en contrôle et avoir les idées les plus claires et la structure la plus précise. Donc je m'entretiens toujours avec mes invités en amont de l'interview pour bien comprendre la course, etc. Donc je suis un peu dans un rapport d'étonnement quand j'échange avec eux sur leur course, mais en réalité, j'ai déjà eu quand même les faits saillants. Et puis les gens qui écoutent le podcast s'en rendent compte parce que je pose des questions, ils voient bien que je sais derrière ce qui se dessine. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi pour moi peut-être une façon de me rassurer. Je pense qu'aujourd'hui, je me sentirais plus armé à être un peu plus lax, tu vois, et être plus dans pas forcément la formulation exacte de chacune des questions, mais d'avoir juste des grands thèmes et des points clés à évoquer. Je pense que je pourrais graviter un peu plus facilement aujourd'hui, maintenant que j'ai acquis un peu plus de confiance et d'expérience. Mais jusqu'à maintenant, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de préparation qui je pense, m'aider aussi à pouvoir pallier peut-être ce, je sais pas, ces talents, en tout cas, ces capacités journalistiques ou d'animateur, tu vois, qui étaient nouvelles et qui étaient à apprendre pour moi et sur lesquelles j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, je pense que c'était en tout cas une des façons de me rassurer pour me laisser plus de champ à la spontanéité, en tout cas dans les échanges, en sachant à peu près là où je voulais aller précisément sans avoir à me poser la question de la prochaine question en plein échange. Ça, je pense que ma personnalité n'est pas tout à fait adaptée, je pense, à ce format-là. Mmh. C'est vrai que ça fait,
Ça, c'est plusieurs styles différents, en fait, de faire un format qui est vraiment de l'ordre de la conversation, où là, tu vois, comme on est en train de faire là, en fait. Moi, j'ai aucune question qui est écrite, et puis on échange, on partage, on relance, et puis comme je te l'ai dit avant, en fait, je sais même pas de quoi on va parler. Mais c'est un format qui est très bien, c'est un format informel aussi. Enfin, moi, en tout cas, bah, dans Course Épique, ça se veut être une conversation et très informelle. Mais c'est vrai qu'en arrière cuisine, moi, j'ai pas mal bossé les questions. Mais c'est une question de personnalité. Effectivement, ça marche très bien comme toi tu le fais dans le cadre d'échanges. Moi, je sais que c'est un peu moins adapté pour moi, mon mode de fonctionnement. Ça le serait probablement plus aujourd'hui, en tout cas. Mmh. Et alors, est-ce qu'il y a un invité qui te fait rêver? Est-ce que tu rêverais de recevoir quelqu'un et que pour l'instant tu n'as pas encore reçu? Écoute, j'ai eu la chance d'avoir déjà beaucoup d'invités, hyper chouettes. J'ai pas envie de répondre à un truc, tarte à la crème, genre, François Den et Kylian Jornet. Et puis en réalité, j'ai pas envie de les avoir trop tôt. Parce que non, mais parce que ce serait un peu presque le, je sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas un peu le climax de ce qu'on peut imaginer avoir comme référence aujourd'hui dans le trail. Donc, je sais pas, me c'est le l'invité que j'ai envie de recevoir, c'est le prochain invité. Je me laisse un peu le champ libre, à la sérendipité, tomber sur des profils qui m'intéressent, avec qui je vais avoir des super échanges. Ça peut être aussi enfin, j'ai des très belles rencontres avec des amateurs aussi, donc j'ai pas de, c'est plutôt les histoires qui vont m'intéresser derrière et donc voilà, j'essaie un peu de varier les thématiques, varier les profils, varier les formats de course. Donc je mets tout ça dans un shaker et puis je construis ma programmation autour de ça, mais je crois pas que j'ai de rêve absolu. Enfin, j'ai déjà rencontré vraiment plein de très très. Enfin, j'ai eu cette chance assez vite de pouvoir échanger très vite avec des coureurs hyper chouettes. Franchement, j'ai eu que des belles rencontres et j'ai été assez stupéfait de l'humilité des gens avec qui j'ai pu échanger jusqu'à maintenant, quoi. Même les athlètes les plus performants et à la grande renommée enfin, que tu connais aussi et qui sont je trouve, très connecté à une belle réalité, quoi, voilà, je trouve ça mais un environnement qui est aujourd'hui encore très sain, le domaine, de la course à pied et du trail running, plus particulièrement, je pense et hem et ça fait plein de belles rencontres donc voilà, j'espère juste que mon prochain invité aura une belle histoire à partager et puis que je saurai, extraire la substance scientifique moelle de ce qu'il aura à raconter et bien l'emmener, pour qu'il inspire les gens qui vont écouter le podcast. C'est un peu ça mon objectif et ce soit un amateur, un pro, voilà, ça marchera dans les 2 cas. Mmh. C'est marrant ta réponse parce que, c'est exactement dans cette démarche-là que je suis en ce moment. Parce que quand j'ai commencé le podcast, bah, j'ai commencé avec des lives et j'avais dit avant de commencer avec mon premier invité, j'avais dit, j'aurais réussi, ce projet-là quand j'aurais réussi à inviter, Kylian Jornet. Et forcément, Bien et sûr, ouais. ça c'est en plus, enfin moi j'ai lu tous ses bouquins, c'est quelqu'un qui me fascine, à titre personnel, j'aime beaucoup l'homme qu'il y a derrière, la performance. Mmh mh. Voilà, je pense que c'est quelqu'un vraiment de bien profondément, quoi. Donc je serais très content de le recevoir au-delà de sa notoriété. Et et au final, bah, en fait, tu te rends compte que c'est pas toujours les gens qui sont les meilleurs sportivement, qui ont de belles histoires à raconter et dont je me souviens, en fait, après. Et comme tu l'as dit, il y a des gens totalement anonymes qui ont des histoires fascinantes, et qui tu vois, je repense là à une là, j'en ai encore les poils là qui se dressent, heu et c'est celle-là, en fait, que je retiens et qui me font envie j'ai envie de revivre ça avec, ces invités-là. Donc finalement, comme ta réponse, elle est très belle de dire mon prochain invité que j'attends, c'est le prochain. Et je suis totalement aligné avec ça, ouais, c'est chouette. C'est gentil. Euh, et du coup, toi, à titre personnel, parce que quand tu écoutes toutes ces belles histoires, est-ce que il y en a une qui te dit, punaise, cette course-là, faut que je la vive. J'ai quand même qu'il y a l'impression qu'il y a beaucoup de faisceaux convergents autour de la Diagonale des Fous, qui est totalement hors de portée pour moi, aujourd'hui en tout cas. Donc je sais que j'apprends aussi des échanges que j'ai, hein. Ça me nourrit aussi moi beaucoup à titre personnel. J'ai beaucoup de messages de gens qui me disent combien les podcasts les inspirent et à la fois, et c'est ça aussi que j'ai mesuré, c'est le potentiel d'inspiration des anonymes auprès des auditeurs de course épique. Donc
des gens comme toi et moi. Moi, ça me nourrit aussi et c'est aussi, je pense souvent quand je fais des courses à des phrases que j'ai pu entendre, des phrases un peu choc que j'ai entendues dans mon podcast et qui moi, me motivent. Donc, j'essaie de me dire que il y a rien d'interdit et que après c'est juste une construction et que globalement, bah, je peux mettre en branle les choses pour atteindre des formats qui aujourd'hui me semblent intouchables. Donc il se trouve que la Diag aujourd'hui, voilà, j'ai quand même beaucoup de retours de gens qui m'ont expliqué à quel point la course est formidable. Je pense que tu y étais il y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'y étais, ouais. Et je peux Tu te ne pourras que remettre une couche. confirmer. Vas-y, la deuxième lame. Si c'est vraiment juste pour terminer de te convaincre, je peux faire ce boulot-là s'il faut. Donc ouais, j'envisageais peut-être de le faire sur des formats un peu plus courts, tu vois, que la Diag. Peut-être ça peut être un projet à horizon de 3 ans, mais forcément ça m'interpelle et puis voilà, à ma petite échelle, tu vois, je me suis inscrit au Half Marathon des Sables pour fin septembre prochain à Fuerteventura, donc c'est déjà un pas en avant pour moi aussi sur ces formats-là que je connais pas, et puis j'ai quand même de plus en plus envie d'aller tester ce genre de choses. Je cours pas après, voilà, repousser les kilomètres indéfiniment, et je trouve qu'il y a, enfin, j'ai un peu l'occasion de parler dans le podcast, mais une banalisation autour des performances d'ultra trail, etc. On a l'impression que plus ou moins que n'importe qui peut se lever demain, et puis en 3 mois peut faire 100 miles. Je pense qu'il faut être assez lucide quand même sur les choses et prudent. Et puis savourer la montée en puissance. Et puis c'est pas une finalité surtout. Donc voilà, donc j'ai un peu, je m'interdis rien, je vais y aller à ma main. C'est sûr que par nature, j'ai toujours envie d'aller un petit cran au-dessus. J'ai toujours fini mes courses jusqu'à maintenant, donc peut-être que ça veut dire que je me suis pas non plus mis beaucoup en danger, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie d'aller tester des nouvelles choses, et puis peut-être que effectivement la Réunion pourrait être un de ces terrains de jeu-là, en tout cas. Alors, je vais quand même un peu nuancer ce que j'ai dit en parlant de la Réunion et le fait d'y être allé, ça m'a confirmé vraiment aussi ce que j'avais en tête, c'est que c'est vraiment une course à part, techniquement, qui demande énormément de compétences mentales, de connaissances de son matériel, de connaissances de son corps, de maîtrise, de gestion et ça m'a aussi confirmé que cette course, il faut vraiment y aller quand on est prêt, si on veut passer un bon moment, Mmh. et que ce soit pas juste une souffrance qui dure 50 heures, quoi. Ouais. Donc, je te rejoins totalement sur le fait de dire qu'il faut y aller tranquille. Au bon moment. Et puis pas y aller sinon, peut-être. Exactement. Mais par contre, voilà, c'est Mais il y a des formats un peu plus courts, je sais pas combien ça démarre à 70, 80 peut-être? 78, ouais. Ouais, La mascarine. ouais, ça peut peut-être être un truc éventuellement envisageable, horizon de 3 ans. Ouais, et puis en plus, ce qui est incroyable, c'est que ces courses-là sont bien moins connues, la mascarine et le bourbon, alors que ça reste des courses de 78 et de 110 kilomètres à La Réunion, quoi. Et quand tu dis que Et tu ça ouais, compte double, ça, c'est comme au Scrabble, je pense. mais je pense que c'est aussi un peu à cause de ceux qui y vont, et parce que quand tu les entends parler, ils minimisent en fait la performance qu'ils viennent de faire parce qu'il y a des gens qui ont fait la diagonale. «Ah ouais, mais Ah, c'est j'étais possible, ouais. sur la petite». Ouais, mais la petite, elle fait 78 kilomètres quand même, hein. C'est comme quand tu fais l'OCC à l'UTMB, tu te caches, C'est tu ça. honte de faire des petits formats. Tu es un touriste. Tu mets un Alors que tu non, il faut pas Non. minorer aucune performance, même à 10 kilomètres. Il n'y a pas de petite ou grande performance, c'est à son échelle. Enfin, moi, c'est vraiment ça que je trouve important. Ouais, et puis je trouve que notre entre guillemets «boulot» dans le podcast, c'est aussi de rappeler ça et de valoriser ça et d'avoir vraiment ce message sur la progressivité, sur la préparation, d'inciter aussi les gens à pas faire n'importe quoi, même si, bah, ça fait envie, hein. Forcément, on a envie, hein, d'aller vivre, je sais pas, faire le tour du Mont Blanc, c'est quand même ultra stylé. Mais par contre, de rappeler quand même qu'il y a quand même beaucoup de boulot avant d'y arriver, je trouve ça important. Ouais, c'est beau aussi le chemin de construire un plan et de se donner des points d'étape, c'est aussi plein de satisfaction. Puis là, on est sûr d'avoir du plaisir si on y va de façon itérative. Je pense que c'est un bon moyen de se garantir de passer des bons moments à chaque fois et pas faire un mouvement trop brutal d'un seul coup et vivre une course effroyable, quoi. Mmh. Et alors comment tu vois ton podcast dans les années qui viennent? Écoute,
j'espère qu'il sera là. Il aura fait des petits avec d'autres formats. Je crois, je sais pas exactement quelle forme il aura. Il aura sûrement, dérivé. Enfin, il y aura peut-être toujours le format, phare, mais j'en ai pas, la certitude, on verra. Mais autour de cette histoire de raconter des histoires en tout cas et ce potentiel d'inspiration de tout un chacun, qui réalise des choses, qui les dépasse un peu. Je trouve que c'est génial et on est quand même un peu tous à longueur de journée à la quête de ces respirations et de ces inspirations, de d'où qu'elles viennent et moi je crois à ça, je crois au potentiel d'inspiration de chacun vraiment. Donc ça peut prendre, voilà, pas mal de formes donc je réfléchis un peu, à tout ça et puis, j'ai quand même cet amour de la course à pied, du trail qui vivra aussi, qui continuera à vivre, sûrement. Course épique va peut-être, probablement aller de plus en plus, sur le terrain, sur les courses et cetera. Je vais vraiment essayer d'aller aussi, un peu à la rencontre, des auditeurs, aller sur les courses, enfin voilà, créer, encore plus de liens physiques et des rencontres, pour tangibiliser un peu tout ça parce que c'est le média de l'intime, le podcast, mais c'est aussi par nature ce que je disais un peu, à distance et asynchrone donc voilà, on sait pas, précisément qui nous écoute quand, voilà, on a des retours et cetera mais c'est vrai que c'est chouette aussi, les moments où je vais, distribuer des flyers de courses épiques, sur des remises de dossards et autres. C'est le moment pour moi aussi de rencontrer les auditeurs et c'est des moments, hyper précieux d'avoir leur retour, parfois de mettre un visage sur une personne qui vous a écrit un message. Enfin voilà, c'est des choses qui sont, hyper, hyper riches quoi et auxquelles moi je tiens. Donc voilà, il y a aussi cette idée un peu d'ancrer de plus en plus, course épique dans la vraie vie et puis, je pense aussi aller chercher d'autres formats pour, raconter des belles histoires de course et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, enfin voilà, je suis en train de un peu construire tout ça, et là je consacre plus de temps à course épique ces derniers temps donc, ça va sûrement, voir le jour, en 2022. Il risque de passer un certain nombre de choses, je travaille à ces, nouveaux formats aussi. Top. Bah, c'est vrai que le format présentiel, comme on dit, maintenant, c'est aussi un format qui m'intéresse pas mal et où tu retrouves en fait, le vrai contact humain avec les gens, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le regard, hein, quand, tu racontes une histoire, tu vois les yeux de la personne qui s'anime ou qui change, et je trouve que ça fait mener un autre type d'échange et personnellement, j'aime beaucoup aussi ce format, en présentiel et je vais essayer aussi de le développer pas mal, et peut-être même sur d'autres sports que la course à pied parce qu'il y a pas mal de parallèles, en fait, à faire avec, tu vois, récemment, j'ai été échanger avec le champion du monde de CrossFit. On OK. on pourrait penser que pourtant il y a Qui est plein de parallèles français? à faire. Oui, il s'appelle Maxime Guillon, il est champion du monde master. Le frère Heu, d'Antoine Guillon? Pas du tout. Ils sont pas du tout le même gabarit. Ouais, j'ai l'impression, ouais, j'imagine. Heu ouais, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un navigateur aussi, qui est sur la Transat Jacques Vabre en ce moment. Enfin voilà, il y a pas mal de parallèles aussi à faire avec, d'autres sports et de les ramener sur la course à pied et le trail. Je pense que Hem, les sportifs de haut niveau par nature, ils ont quand même un ADN, très similaire. Après, ils l'expriment avec différentes aptitudes physiques et dans différents sports, mais je pense qu'il y a quand même un socle commun de force mentale, enfin d'abnégation, de plein de choses qu'on retrouve, je pense, indifféremment et que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les sportifs de haut niveau, quel que soit le sport. Effectivement, on traite de course à pied et je comprends que tu envie aussi d'aller explorer et aller à la rencontre d'autres athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines parce que moi, je trouve que c'est des personnalités assez fascinantes. C'est ouais, évidemment beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Enfin voilà, c'est très commun et je pense que c'est hyper intéressant d'aller un peu étudier ça au prisme de leur sport en particulier qui, je pense, requiert certaines aptitudes un peu plus enfin, différentes selon les sports, quoi, mais il y a ce socle commun et cette force mentale, en tout cas, que je trouve vraiment hyper intrigante et que moi j'admire beaucoup. et qu'on retrouve aussi, tu le disais tout à l'heure que tu écoutais des podcasts d'entrepreneuriat, qu'on retrouve aussi chez, les entrepreneurs, qui ont ce caractère-là de jamais rien lâcher, d'aller au bout, de trouver des solutions, Exactement, ouais, j'avais un échange récemment là, avec Benoît Laval qui a fondé la marque Red Light. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec Benoît. non, pas encore.
qui est voilà, qui est un entrepreneur né et qui est ultra trailer, et donc il fait plus de 200 courses, et notamment, moi je l'ai interrogé sur le 400 km qu'il a fait dans le désert de Gobi en Chine. Effectivement, il y a des parallèles très évidents entre la vie d'entrepreneur et puis un cap au loin, et puis se donner un peu les moyens d'aller jusque-là entre-temps vivant des montagnes russes, des coups durs, enfin un peu ce qu'est la vie, quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre les deux, et la résilience que requiert, je pense, l'effort d'ultra-endurance, et puis l'effort d'ultra-endurance qui est l'entrepreneuriat. Effectivement, il y a des parallèles assez évidents. Et alors, toi, du coup, quels sont Là, on enregistre, nous, on est le 30 novembre. Pour 2022, quels sont tes projets sportifs, et sur quelle course on risque de te voir? Alors, ma course de rentrée, j'habite en région parisienne, donc à Paris. Mon grand classique de rentrée, c'est le Maxi Cross de Bouffémont, qui est une espèce de bain de boue géant de 27 km au mois de février. Donc ça, à chaque fois qu'on en revient, on se demande pourquoi on l'a faite, et puis chaque année, on rempile. Donc c'est un peu comment dire, le coup d'envoi de la saison pour moi, avec les potes avec qui je la fais. Je pense que je ferai le Semi de Paris, le Marathon de Paris. Je devais faire le Schcal Trail, mais j'ai un mariage, donc je ne serai pas là. Je ferai le Trail du Mont Blanc fin juin, pas sur le grand format, je crois sur le 23, 25, je sais plus. 23, ouais. 23. Je serai, j'espère, à une des courses de l'UTMB, donc plutôt dans les petits formats, MCC ou OCC max, en fin août. Half Marathon des Sables fin septembre, et puis voilà, je prévois bien de rajouter plusieurs courses à ce calendrier, et un peu choisir au débeauté d'autres courses, mais ça va globalement, je pense globalement être ça. Il manque une course en Bretagne quand même. Ouais, j'aimerais bien. L'ultramarin, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, et toi, t'es en Bretagne? Exactement. Et je suis un fervent promoteur de la Bretagne, donc à chaque fois j'essaie de placer le mot Bretagne dans mes échanges, c'est presque un objectif. Brest Power. Non, mais ultramarin, ça me chaufferait bien. Mais c'est quoi, il y a Glazic, non, en début d'année, c'est ça aussi? C'est une course qui me donnait envie. L'Intramuros à Saint-Malo. Enfin, il y a un certain nombre de courses aussi en Bretagne. Effectivement, j'ai très envie d'aller le faire. J'avais fait un marathon en Bretagne, le marathon du bout du monde, que j'avais vachement aimé aussi il y a quelques années. Et oui, j'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Je peux rajouter des choses à mon agenda là. Je viens d'avoir un bébé il n'y a pas très longtemps, donc pour l'instant tout est un peu sous cloche, et les projets 2022 ne sont pas encore bien dessinés, mais j'espère, et puis j'espère que ce sera notamment sur la Bretagne. On a assez dit Bretagne ou pas là? Il manque encore 3. Je suis à 10, okay. Objectif 10, non. D'accord. C'est sûr qu'avec un nouveau-né, le planning s'adapte forcément. Comment se passent les nuits? Ça va? Ça commence à ressembler à quelque chose, mais entre Covid et nouveau-né, je t'explique pas la gueule des nuits là, avec le masque dans le lit. Enfin bref, c'est un régal. Mais il y a pire, à nouveau. Oui. Mais il y a toujours pire. Hein. Comme je dis souvent, c'est pas parce que y a des gens qui ont pas de bras, pas de jambes, que si on nous coupe un bras, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc, écoute, merci beaucoup Guillaume. C'était un très bel échange. Je suis très content d'en avoir su un petit peu plus sur toi et sur Course Épique. Merci beaucoup de ton invitation. Avec grand plaisir. Donc j'invite les auditeurs à aller découvrir ton podcast s'ils ne l'ont pas encore fait. Et puis peut-être à très bientôt sur une des courses. On risque de se croiser, j'en dis pas plus pour l'instant. Ah, le suspense sera peut-être en Bretagne. Mon planning 2022 est encore en cours d'écriture, donc le suspense est intenable. Merci beaucoup pour ton invitation, François. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger. Top, merci beaucoup. Et puis à très bientôt, donc dans la vraie vie, on va se croiser. Yes, avec plaisir, bye. Salut François, merci. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.